Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, François Bayrou en opération kamikaze. Perdu pour perdu, le Premier ministre semble désormais en roue libre. Nous reviendrons ensuite sur l'obstruction démocratique allemande, alors que des candidats du parti AfD sont interdits de participer à des élections outre-Rhin. Et enfin, aux États-Unis, un duel au sommet semble s'engager entre le président Donald Trump et l'empire de George Soros. Bayrou fait seppuku. Le Premier ministre est allé expliquer sa démarche de vote de confiance à la télévision et s'est mis à table alors que son sort semble scellé. Et c'est sur ce bilan de la situation, ce constat de la situation, que les députés doivent voter. Et est-ce que cette situation est réelle? Est-ce que c'est grave? Et est-ce que c'est urgent? Le Premier ministre entend faire voter les députés sur un constat. Une pirouette un peu étrange puisque quand bien même le constat serait partagé, cela n'empêcherait pas aux parlementaires de le démettre à l'occasion du vote du budget. Invité aux 20h de TF1 mercredi, François Bayrou a néanmoins défendu son plan pour le budget 2026, se disant ouvert au dialogue et ferme sur la nécessité de réduire la dette. Il a néanmoins suscité des réactions virulentes des oppositions après que Gilles Boulot lui a demandé pourquoi il n'avait pas consulté les responsables politiques durant l'été. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Parce qu'ils étaient en vacances. Mais ils avaient un numéro de téléphone, ils ont une adresse email. Madame Le Pen dit qu'elle vous a écrit une lettre au mois de juillet à laquelle vous n'avez pas répondu. Écoutez, on ne va pas passer son temps à dire qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, parce que au mois d'août, ils étaient tous en vacances. Les socialistes et les écologistes disent également avoir envoyé des contre-projets et contacté le chef du gouvernement sans résultat, en jouant la carte de celui qui travaillait l'été. Alors que les autres se seraient reposés l'arrêt dans le sable, François Bayrou semble lui-même s'aborder le dialogue qu'il dit appeler de ses vœux. Il recevra les responsables qui veulent bien échanger avec lui à partir de lundi. Le RN a déjà annoncé qu'il se rendra à Matignon sans trop d'illusions. Mais les espoirs de François Bayrou semblent plus se porter vers le Parti socialiste. Et son ministre de l'aménagement du territoire, François Rebsamen, ancien grand ponte socialiste, en a appelé à une union allant de Bruno Retailleau jusqu'à Olivier Faure. Manuel Valls a lui prédit la disparition du PS en cas de chute du gouvernement. Pas sûr que les arguments de ces renégats aient un quelconque poids auprès du PS. François Bayrou a par ailleurs tenu à mettre en garde contre ceux qui nient la gravité de la situation budgétaire, ciblant indirectement les insoumis ainsi qu'une petite musique que l'on peut entendre ici et là dans les médias de gauche jusque dans la rédaction du Monde. Alors un certain nombre d'entre eux le nient. Un certain nombre d'entre eux disent non, il faut moins économiser. Il faut dépenser plus. Comme si le déficit duquel on va essayer de sortir n'était pas une menace. Une menace qui a gonflé au cours des 8 années de macronisme auquel a collaboré François Bayrou. Le chef du gouvernement a brandi la menace d'une hausse des taux d'intérêt, qui pourtant dépendent de la BCE et pas du budget ou du gouvernement français. À mesure de sa prestation télévisée, François Bayrou a joué son va-tout, misant même sur la carte du populiste d'extrême centre, non sans un certain cynisme, en oscillant entre flatterie et critique odieuse. On ne peut rien faire sans les Français. Et précisément. On ne peut rien faire sans eux. Et on ne peut rien faire contre eux. Alors que tous les Français pensent que les hommes politiques, ce qu'ils veulent, c'est durer, c'est rester à leur place, c'est profiter des privilèges. Plus de 4 ans ministre, près de 20 ans député, élu local, assuré d'une retraite de plus de 14 000 €, on ne peut pas dire que Bayrou ait vraiment pris un risque en jouant sa place à Matignon. C'est finalement dans la confusion et dans la précipitation qu'a terminé l'entretien du Premier ministre qui s'en est pris aux retraités, aux gens de sa génération notamment, en attaquant, non sans une certaine démagogie, ce qu'il nomme les boomers dans une dernière ligne droite qui n'est pas sans rappeler le sketch des Inconnus, l'heure de vérité. Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français à qui on a réussi à faire croire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Oui, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous montrer mon slip. Ah non. Non, parce que ça peut intéresser les Français, n'est-ce pas? Voilà. Un Premier ministre qui commence à déballer et à s'attaquer au segment électoral majoritaire, ou comment scier la branche sur laquelle on s'assoit.
Il se pourrait bien que dans les jours à venir, François Bayrou, qui n'aura plus grand-chose à perdre, se mette un peu plus à table et nous gratifie de sortie à mi-chemin entre franchise du condamné et opportunisme. Si tout n'est pas perdu, la partie semble en tout cas bien mal engagée pour le chef du gouvernement. Mais derrière son échec, c'est aussi et surtout celui d'Emmanuel Macron, dont plusieurs personnalités politiques ont réclamé la démission, de Jean-Luc Mélenchon à Jordan Bardella, qui a exigé une dissolution ou une démission, en passant par Jean-François Copé. Donald Trump a accusé le milliardaire progressiste américain George Soros et son fils Alexander de déchirer l'Amérique en soutenant des manifestations violentes. L'influence néfaste du milliardaire prendra-t-elle fin? Explication Édouard Chano. Soros et sa bande de psychopathes ont causé de graves dommages. Dans un message au vitriol sur sa plateforme Truth Social, le président américain a estimé que des poursuites pénales devaient être engagées contre le milliardaire progressiste et son fils Alexander. En cause, leur soutien aux manifestations violentes partout aux États-Unis. Officiellement philanthrope, George Soros a personnellement versé 32 milliards de dollars depuis 1984 dans des causes progressistes dans plus de 100 pays via sa fondation Société Ouverte. D'origine hongroise, juive, aujourd'hui âgé de 95 ans, il a passé la main à son fils Alexander en 2023. Avec un budget annuel de 600 millions de dollars, la fondation promeut un agenda globaliste. Or, selon Donald Trump, les deux Soros devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO visant les organisations corrompues et généralement utilisée pour inculper les membres de groupes criminels. Le président américain les accuse de soutenir des manifestations violentes à travers les États-Unis, déclarant que le milliardaire ne serait plus autorisé à déchirer l'Amérique, fustigeant aussi leurs amis fous de la côte ouest, c'est-à-dire de Californie, le véritable bastion démocrate. En effet, en juin 2025, des manifestations contre les opérations des services fédéraux de lutte contre l'immigration illégale avaient dégénéré en émeutes, pillages et incendies criminels, entraînant des centaines d'arrestations et le déploiement de la garde nationale et même des Marines en Californie. L'Open Society a publié un communiqué de presse niant les accusations. Pourtant, elle a en effet financé des groupes d'activistes, quelquefois violents, impliqués dans la mouvance radicale Black Lives Matter. Ainsi, les propos de Trump visant Soros semblent très justifiables, selon Gregor Pupink, qui dirige le Centre européen pour le droit et la justice et qui avait publié en 2020 et 2023 des rapports dénonçant l'entrisme de l'Open Society au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, donc je ne suis pas du tout surpris par la déclaration du président américain. La vision de George Soros, c'est d'utiliser son argent pour fonder des ONG et financer des ONG pour mener des campagnes d'influence. Il achète aussi des journaux et des médias pour mener des campagnes d'influence, pour mettre en place des gouvernements, pour fragiliser d'autres et pour pousser un certain nombre de lois et de réformes, ce qu'il parvient très bien à faire. Cette volonté, elle s'est très bien accordée avec les gouvernements démocrates américains, à tel point qu'on peut dire que l'Open Society était un partenaire de l'administration américaine démocrate dans sa politique européenne et même plus encore. Maintenant, la politique de M. Trump, elle est maintenant divergente avec celle de l'Open Society et donc nécessairement, il se retrouve non plus côte à côte mais face à face. L'Open Society, pendant longtemps, a bénéficié d'une forme d'impunité. J'ai observé cela aux Nations Unies, j'ai observé ça à la Cour européenne des droits de l'homme. Elle a pu aller très loin dans son financement des institutions, dans son financement que j'ai pu observer des experts des Nations Unies. Et si le gouvernement américain décide d'ouvrir les dossiers de l'Open Society, c'est-à-dire décide de regarder comment l'Open Society a agi, ce qu'elle a fait, comment elle a dépensé son argent, à qui elle l'a donné, ça pourrait aller très loin. En Europe, l'Open Society est régulièrement pointé du doigt pour ses activités visant à déstabiliser des gouvernements, notamment en Hongrie, mais aussi en Ukraine ou en Géorgie, ou encore pour avoir joué un rôle dans la crise migratoire par son soutien à des ONG facilitant la venue d'immigrés illégaux. Depuis la chute du mur, elle finance l'éducation et façonne ainsi les esprits de futures élites dans les pays de l'ex-URSS. En 2015, l'Open Society a été désignée organisation indésirable en Russie et en 2018, le Premier ministre Viktor Orban a adopté une loi Stop Soros qui a contraint l'Open Society à cesser ses activités dans le pays. En avril 2024, le Kirghizistan a aussi légiféré contre les représentants étrangers conduisant l'ONG Soros hors du pays. En France, la lutte contre la nébuleuse Soros est plus discrète et difficile. Gregor Pupink, qui dirige le Centre européen pour le droit et la justice, a remporté néanmoins une victoire, et non des moindres, contre l'Open Society.
Et c'est au terme d'une étude très approfondie sur 10 ans d'activité de la Cour européenne, sur 100 juges permanents de la Cour, que nous avons observé, et nous sommes arrivés à la conclusion que à peu près un quart des juges de la Cour européenne des droits de l'homme proviennent d'ONG actives à la Cour, c'est-à-dire ne sont pas des magistrats de profession, mais plutôt des personnes issues des milieux d'avocats et du militantisme au sein et auprès des ONG. Et l'ensemble de ces 22 juges viennent d'ONG financées par l'Open Society, et 11 d'entre eux sont eux-mêmes en fait d'anciens salariés, d'anciens administrateurs de l'Open Society de George Soros. Donc il y avait vraiment une collusion très forte qui résulte en fait de la politique d'influence et d'entrisme de l'Open Society, qui vraiment est arrivée au sommet du pouvoir. Ces juges, une fois en place, eh bien, ne se sont pas abstenus de trancher des affaires introduites ou soutenues par leur propre ONG. Et donc nous avons mis en lumière des dizaines et des dizaines de cas de conflits d'intérêts très graves, où même certains juges ont jugé des affaires, certains anciens de l'Open Society ont jugé des affaires introduites par leur propre ONG, alors même qu'ils étaient eux-mêmes encore dirigeants de ces ONG. Ainsi, sous la pression de Pupinck, la CEDH a modifié son règlement et depuis, aucun cas d'élection de juge Soros n'a été relevé. Mais aux États-Unis, en janvier 2025, juste avant que Donald Trump ne prenne ses fonctions dans le bureau ovale, son prédécesseur Joe Biden avait décerné à George Soros la prestigieuse médaille présidentielle de la liberté. Reste à savoir s'il sera incarcéré avec elle sous l'ère Trump. En Allemagne, plusieurs candidats du parti nationaliste AfD se sont vus refuser de pouvoir se présenter aux élections municipales. Une étape de plus dans le virage autoritaire de Berlin, le décryptage de Nicolas de Lamberterie et de Lionel Balland. Plusieurs candidats AfD aux élections municipales en Allemagne se sont vus purement et simplement interdits de se présenter par les commissions électorales. C'est notamment le cas de Joachim Poll, qui entendait se présenter à la mairie de Ludwigshafen, mais a vu sa candidature rejetée par la commission électorale. Tous les recours juridiques intentés par Joachim Poll ayant été rejetés, l'élection municipale se déroulera donc bien sans lui. La question de savoir si les déclarations et les positions de Joachim Poll suffisent réellement à l'exclure de la candidature ne pourra être tranchée qu'après les élections, lors d'une procédure de contrôle électoral. D'ici là, Joachim Poll est interdit de se présenter aux élections pour le poste de maire. Voici comment les faits se sont déroulés. Le maire de Ludwigshafen, Madame Jutta Steinruck, en sa qualité de superviseuse des élections, a lancé le processus. À la mi-juillet, elle a contacté le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-Palatinat et elle a demandé des informations à l'Office de protection de la Constitution à propos de Joachim Poll. L'agence de renseignement a fourni un document de 11 pages. Le Bureau pour la protection de la Constitution a récolté des propos et des écrits développés par Joachim Poll, ainsi que le nom de fréquentation dans les milieux nationalistes et de groupes qu'il a soutenus. L'Office de protection de la Constitution estime que Joachim Poll développe des thèses qui sont étroitement liées au concept de remigration développé par le chef du mouvement identitaire autrichien, Martin Sellner. Martin Sellner et ses partisans affirment que la remigration est un mouvement volontaire de population visant à quitter l'Allemagne. Cependant, les juges du tribunal administratif de Munich ont statué à l'été 2024 que cela ne peut pas être dit car ils considèrent que la rémigration est une expulsion et que le concept de Martin Sellner vise à expulser des millions de personnes d'Allemagne, y compris des citoyens allemands. Et le fait donc de discriminer des citoyens allemands par rapport à d'autres citoyens allemands est anticonstitutionnel. En clair, un panel de plus en plus large de candidats et d'opinions vont désormais se retrouver totalement exclus du champ démocratique, avec une interprétation toujours plus extensive des opinions susceptibles de contrevenir aux principes de la loi fondamentale allemande. Il suffira donc demain d'exhumer un propos quelconque datant de plusieurs décennies pour justifier une telle mesure. Et cela sera sans doute d'autant plus facile que, de façon légale et officielle, l'intégralité des cadres de l'AfD sont espionnés
sanctionnés par les services de l'État au nom de la protection de la Constitution, comme au bon vieux temps de la Stasi en Allemagne de l'Est. Une évolution qui risque d'influencer lourdement non seulement la sincérité démocratique des scrutins, mais aussi la vie interne de l'AfD. L'exclusion de Joachim Poll de l'élection municipale pose un nouveau problème à l'AfD. En effet, cela crée un précédent, car d'autres personnes pourraient être exclues par des commissions électorales lors d'élections de maires ailleurs dans le pays. Donc à partir de ce moment-là, l'AfD devra se demander si un candidat à une fonction publique n'est pas trop proche de la notion de remigration. Si ces mesures visent les candidats au poste de maire, elles ne touchent pas les députés, tout simplement parce que les députés sont des représentants du peuple, alors que les maires sont considérés comme faisant partie de la fonction publique. La méthodologie employée et l'argumentaire déployé en Allemagne contre l'AfD ne sont pas sans rappeler les événements de la rocambolesque élection présidentielle roumaine de 2024-2025. On se souvient encore de la façon surréaliste dont le scrutin a été interrompu par le coup d'État de la Cour constitutionnelle le 6 décembre 2024, alors que le second tour avait déjà commencé et risquait fort de voir la victoire du candidat patriote surprise Călin Georgescu. On se souvient en revanche moins que dès le premier tour de la première élection présidentielle, l'eurodéputée et ancienne sénatrice Diana Choșoacă avait été empêchée de se présenter à l'élection présidentielle sous prétexte, selon la Cour constitutionnelle, que son programme envisageait une sortie de la Roumanie de l'Union européenne et de l'OTAN. En clair, en Roumanie, on peut se présenter à des élections de seconde importance, mais pas aux élections majeures, si une partie du programme électoral est considérée comme non conforme. Toutes ces violations gravissimes de l'ordre institutionnel et démocratique d'un État membre de l'Union européenne a été parfaitement approuvée par Bruxelles, d'habitude toujours si tatillonne, voire maniaque, pour chercher le moindre manquement au pseudo-État de droit en Hongrie. Les Français auront également en tête les péripéties judiciaires rencontrées par Marine Le Pen, récemment condamnée à 5 années d'inéligibilité dans l'affaire des assistants du Parlement européen. Au-delà du dossier lui-même, on pourra constater que cette affaire, qui a démarré en début de l'année 2015, n'a connu son jugement de première instance que 10 ans plus tard, ce qui laisse à tout le moins supposer une grossière manipulation de l'agenda judiciaire pour le faire coïncider avec un agenda, lui, beaucoup plus politique. Année après année, on voit ainsi se dessiner le visage hideux d'une Union européenne qui, de l'Allemagne à la Roumanie en passant par la France, ressemble de plus en plus au régime autoritaire qu'elle prétend combattre au nom de ses prétendues valeurs de liberté, de démocratie, mais aussi de prospérité. Des concepts qui ne cessent plus d'être répétés par nos dirigeants, tant ils n'ont plus aucune incarnation dans la réalité quotidienne de la majorité des citoyens européens. L'actualité en bref en France. La guerre des droites aura bien lieu. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président de l'UDR, a officialisé mercredi sa candidature au municipal de 2026 à Nice. Depuis la place Saint-Roch, il a promis de rassembler et d'offrir une nouvelle espérance aux Niçois, critiquant la gestion de Christian Estrosi, son ancien mentor, devenu rival. Éric Ciotti propose notamment d'annuler la hausse de 25% des impôts, d'installer des climatisations dans les écoles et de soutenir les aînés. Soutenu par le RN, il mise sur cette dynamique des législatives de 2024. Cependant, des enquêtes judiciaires, dont une pour détournement de fonds publics, pourraient contrarier sa campagne. Les municipales niçoises s'annoncent comme un véritable combat à mort, car le perdant devrait probablement oublier toute ambition nationale. Parce que la politique est aussi affaire de symboles, je pense que nous devrons ouvrir le débat sur la devise inscrite au fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Cette devise doit reconnaître explicitement la place de Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillon, Simone Veil, Joséphine Baker et de toutes celles qui les suivront. Déconstruire le Panthéon, c'est l'ambition annoncée mercredi par le ministre de l'Éducation Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse en amont de la rentrée scolaire. La personne qui doit redresser l'école en France n'a peut-être pas compris que l'expression « aux grands hommes » désigne le genre humain et pas seulement le sexe masculin. Mais peut-être qu'avec l'intelligence artificielle, Elisabeth Borne aura d'autres réflexions. Elle a annoncé que l'Éducation nationale mettra à disposition des professeurs une intelligence artificielle destinée à les aider dans leur travail. Cet outil est censé faciliter la préparation des cours et l'analyse des difficultés des élèves. Elisabeth Borne précise que cela n'empêchera pas les élèves et enseignants de réfléchir et raisonner par eux-mêmes. On est rassuré.
plus de 2000 enfants sans domicile fixe, dont 500 âgés de moins de 3 ans. C'est le constat posé jeudi par l'UNICEF France, qui avait pourtant déjà sonné l'alarme dans un baromètre d'août 2024. L'organisation pointe une absence de volonté politique ferme pour mettre fin à cette situation, alors que le nombre d'enfants sans abri a bondi de 30% par rapport à 2022. Notons que ces données sont peut-être en deçà de la réalité, alors qu'elles ne comprennent pas les familles qui ont renoncé à joindre le 115, ni celles qui vivent en squat ou dans les bidonvilles. L'UNICEF France pointe la saturation des hébergements d'urgence. L'État ne peut pas non plus à la fois ouvrir les frontières et loger tout le monde. L'icône des féministes en prend un coup de plus. Dans un entretien donné au Télégraphe mercredi, Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot, revient sur le traumatisme des viols de Mazan où son père, Dominique Pellicot, a drogué et livré sa mère à des agresseurs pendant 9 ans. Convaincue d'avoir elle aussi été abusée, Caroline a déposé plainte contre son père, s'appuyant sur des photos troublantes retrouvées sur son disque dur. Elle exprime sa douleur face au silence de son père qui nie les faits et son sentiment d'abandon par sa mère, Gisèle, qui refuse de la croire. L'actualité internationale en bref. La directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains, limogée, Suzanne Monares, a été remerciée le 27 août 2025 sur fond de désaccord avec la politique vaccino-sceptique de l'administration Trump. Confirmée par le Sénat fin juillet, elle a refusé d'approuver des directives, les jugeant non scientifiques. Elle dénonce une attaque contre elle pour avoir privilégié la santé publique face à un agenda politique. Le ministre de la Santé, Robert Kennedy Jr., a en effet limogé des experts chargés des politiques vaccinales, restreint l'accès aux vaccins controversés à ARN messager contre le Covid-19 et réalisé des coupes dans les programmes de développement des nouveaux vaccins. Début août, l'agence, rappelons-le, a été la cible d'une attaque armée par un homme opposé au vaccin contre le Covid-19. Il a échappé belle mercredi. Le président argentin Javier Milei a été la cible de jets de pierre et de bouteilles par des manifestants dans la périphérie de Buenos Aires, alors qu'il faisait campagne pour son parti en vue des législatives d'octobre. Indemne, il a été rapidement exfiltré par ses services de sécurité. Ce dernier a accusé les partisans de l'ex-présidente Cristina Kirchner d'être à l'origine de cette violence, qualifiée de kirchnerisme pur. Les manifestants protestaient contre une supposée affaire de corruption impliquant Karina Milei, sœur du président, accusée de détournement de fonds destinés aux personnes handicapées. Une bousculade a suivi, blessant légèrement une partisane de Milei. Le président argentin a dénoncé des mensonges et promis des poursuites judiciaires. Ce scandale met à l'épreuve la popularité du président qui mise sur ses succès économiques malgré des coupes sévères dans les aides sociales pour les élections du 26 octobre. L'idéologie trans tue. Mercredi matin à Minneapolis, aux États-Unis, une fusillade dans une église a provoqué la mort de 2 enfants de 8 à 10 ans, ainsi que 17 blessés. Ils assistaient à la messe pour le début de la rentrée scolaire dans l'école attenante à l'église. Le tueur, qui s'est suicidé après son crime, âgé de 23 ans, est un individu du nom de Robert Westman, se faisant appeler Robin, après sa transition de genre. Sur ses vidéos YouTube, les enquêteurs ont trouvé de nombreux symboles sataniques, des représentations hostiles envers le christianisme, ainsi que des images représentant un fusil d'assaut Kalachnikov sur fond de drapeau LGBT. Un plan de l'église et de l'école ont été retrouvés, laissant penser à un crime prémédité. Une enquête a été ouverte pour actes terroristes et crimes de haine visant les catholiques. Les Japonais entendent bien rester chez eux. Tokyo noue de plus en plus de partenariats avec les pays africains. 4 localités japonaises ont été désignées comme villes d'accueil pour nouer des contacts plus étroits avec le Mozambique, le Nigeria, le Ghana et la Tanzanie. Mais le ministère des Affaires étrangères japonais s'est empressé de démentir une rumeur sur des visas spéciaux accordés aux ressortissants de ces pays, se heurtant aux réticences des Japonais. Ce soir, immédiat et sur la chaîne YouTube, format court de TVL, l'avocat Gilbert Collard. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À vendredi.